Wallah. C'est-à-dire, comme vous voyez, on travaille dans des conditions tellement spéciales, mais ce qui remonte le moral, c'est que, paraît-il, c'est en live. Donc, voilà, beaucoup ont regardé, voilà. Donc, voilà. Marhaba bik, je suis très heureuse que vous soyez là. Bien, alors nous allons commencer la séance par la communication du professeur Alfonso Campizzi, que j'ai présenté hier en tant qu'auteur, et qui enseigne à l'université de la Manouba. Il va nous entretenir d'écrire en français pour ne pas mourir. Et il prend comme exemple Mario Scalezi, précurseur de la poésie tunisienne d'expression française, point d'interrogation. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame Bakar, et je vous remercie pour cette invitation. Et donc, aujourd'hui, je vous parlerai, j'essaierai de respecter les temps, de Mario Scalezi, et je commencerai avec à citer des vers de Mario Scalezi, qui dit « Contrairement au Christ, le Sauveur ineffable, qui naquit dans l'étable et mourut sur la croix, je suis né sur la croix et je meurs dans l'étable, où les cris du bétail étoufferont ma croix. » Pardon, il y a un écho ou quelque chose? Peut-être. Oui, moi c'est plus loin. Oh. Peut-être même sans micro, non? C'est bon, comme ça. Ah, pour la... Donc, son vrai nom était Mario Scalezi, qui a voulu lui-même modifier en Marius Scalezi, pour mieux le franciser. Mario Scalezi pour les Français et Mario Scalezi donc pour les Italiens. L'ambiguïté du nom résume déjà l'ensemble du problème et de l'appartenance à plusieurs identités ou de l'identité non affiliée. L'œuvre de Scalezi, méconnue à une bonne partie du public, est certainement à l'origine de la poésie nord-africaine d'expression française. Elle est représentée par une seule collection posthume qu'est les poèmes d'Amodi. Mario Scalezi, donc, juste pour faire un peu l'histoire de Mario Scalezi, après on rentre dans le sujet de la langue. Mario Scalezi est né à Tunis le 16 février 1892, au numéro 31 de la rue Babsuika, la rue de humbles émigrés siciliens, maltais et pauvres tunisiens, partageant les mêmes conditions de vie et s'exprimant dans un sabir franco-sicilien arabe, qui était la langue utilisée par le jeune Mario à Tunis. Son père Giacchino arrive comme clandestin en Tunisie avec une barque depuis les côtes de Trapani et il était sous-officier de la marine italienne. Il avait quitté sa ville natale après avoir eu des problèmes avec la justice et avec un agent de police à Trapani. Il s'embarqua alors clandestinement à Tunis, comme une bonne partie des Italiens de l'époque. La mère d'origine maltaise et de mère italienne est née aussi à Tunis. Donc Mario grandit avec ses 5 frères dans les quartiers populaires de Babsuika et le père trouve un travail comme employé de chemin de fer, comme il arrivait souvent aux immigrants siciliens, et la mère était une femme au ménage chez une famille française. Donc à l'âge de 5 ans, Mario tombe de l'escalier de la maison et cet automne sera le début d'une grande souffrance physique, mais surtout psychique. Cet automne représentera pour Scalezi une mutilation qu'il n'a certainement pas choisie et qui l'empêchera pour toujours de jouir du bonheur de la vie. Ça sera, il dira, une mort pour le présent et une mort joyeuse du corps. Ce sera la castration éternelle. Scalezi se replie sur lui-même, trouvant son origine dans un corps aliéné, méprisé, rejeté, d'un univers affectif qui lui est refusé, et en particulier celui de l'amour et de la femme. Mère Nature lui a donné seulement la laideur, un physique ingrat et des formes misérables, bossu, estropié et boiteux, à la manière de Leopardi, malade de tuberculose, mis de côté par ses compagnons de son plus jeune âge, qui l'humilient et se moquent de lui.
Les femmes ne l'approchent même pas et ne perdent pas l'occasion de l'humilier. Il sort rarement de la maison, de préférence la nuit, quand il rencontre les fantômes de la haine et le rejet. Scalesi donc est un vrai maudit aux marges de la société, rejeté par ses compagnons, ignoré par ceux qui devraient au contraire l'aimer. Et en plus, c'est un être qui est à l'intérieur d'un corps qu'il ne voulait pas. Un corps emprisonné, dans lequel son âme aussi enchaînée fait résonner un cri déchirant de révolte et de désespoir, qu'on remarque dans ses vers poétiques influencés par des poètes mondialement connus comme Charles Baudelaire, bien aimé, oui, mais en certains moments rejeté. Mario Scalesi trouvera refuge à la Bibliothèque nationale de Tunis. Il découvrira les œuvres des plus grands poètes français comme Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, qui influenceront grandement la poésie de Scalesi. Il sera considéré comme un poète maudit à l'image des poètes maudits français. Alors Claude Bègue, dans son œuvre Hommage à Marius Scalesi, dira, je cite, « Être poète, c'est faire une vaste harmonie de toutes ces disharmonies. Le Tunisie coloniale sera la toile de fond de ses vers, les souffrances qu'il chante et les cris d'émancipation sont ceux des classes prolétaires de Tunisie. Mario, comme une partie des prolétaires siciliens de l'époque, commence à fréquenter la petite école primaire française, mais à cause des problèmes financiers de la famille, il devra abandonner ses études. Sa formation sera celle d'un individu éduqué avec la grande passion pour la littérature, et grâce à l'amitié avec Arthur Pellegrin et à d'autres intellectuels français, il aura l'occasion d'exprimer ses compétences critiques dans les revues connues de l'époque, telles que la Tunisie illustrée et Soleil. Ces chevaux de bataille seront l'affirmation d'une littérature typiquement francophone et nord-africaine qui renoue avec son intolérance vers l'exotisme. Un exotisme, dira fantastique, écrit le même auteur, stupide, maquillé et fictif. Donc, pour littérature africaine du Nord, de l'Afrique du Nord, dit Pellegrin, je cite, nous faisons référence à une littérature qui prend son inspiration, ses moyens, sa raison et son existence de tout ce qui est l'Afrique du Nord. Une littérature qui demande seulement à la métropole d'utiliser la langue française. Fin de citation. Chez Scalesi, en fait, nous retrouvons la conviction qu'une spécificité littéraire d'Afrique du Nord peut exister au-dessus des différentes communautés ethniques africaines vivant en Tunisie. De plus, Scalesi est un membre fondateur de la Société des écrivains d'Afrique du Nord qui soutient la nécessité de la culture locale d'exprimer sa propre spécificité. Donc, Scalesi, européen d'Afrique, est un homme sans identité et poète de magnitude universelle qui manifeste par son irréductibilité aux catégories d'appartenance d'une identité radicalement individuelle, celle des parias en pleurs, qui n'ont ni patrie ni langue, chose qui arrivait souvent aux Siciliens de Tunisie aussi, parce qu'ils n'ont pas de voix. Et c'est précisément à travers la représentation stylisée d'autres parias comme les pleureuses, les incompris, les naufragés, l'épopée du pauvre, que Scalesi représente sa propre patrie, et dans son poème Lapidation, nous pouvons lire ce qui suit. Infirme, je dis ma jeunesse, celle des parias en pleurs, dont on exploite la faiblesse et dont on raille les douleurs. Car des plus anciens axiomes, lecteurs, voici les plus certains. Les malédictions des hommes secondent celles du destin. Dans l'abandon, dans la famine, au nid comme un pestiféré, je fleuris ma vie en ruine d'un idéal désespéré. Et ramassant ces pierres tristes au fond d'un enfer inédit, je vous jette mes améthystes, ô frères qui m'avaient maudit. La lucidité et la conscience de sa propre condition sur la qualité et les limites de ses vers, sur la genèse même de sa poésie, autobiographique et non cérébrale, est vécue par les poètes comme un cri de tristesse libératrice. Écrire pour ne pas mourir, dira Scalesi. Parce que la langue poétique est française et non seul salut, et son seul salut, qui ne verra jamais dans la religion, qui est vue plutôt comme une trahison, un abandon et le passage brutal et inéluctable de la paix à la rébellion, dans une alternance déchirante entre l'amour et la haine. Scalesi restera croyant et pratiquant, mais s'adressant à Dieu dira « Je crois encore en toi,
mais j'ai besoin de haïr. Les nombreuses souffrances, y compris la tuberculose et la méningite, le mèneront lentement à la démence, ce qu'on a défini démence à l'époque. Après une courte période d'hospitalisation à l'hôpital italien de Tunis, l'hôpital Garibaldi, il mourra à l'asile de Vignicella à Palerme à l'âge de 30 ans, le 13 mars 1922, dira-t-on par marasme. Son corps sera jeté dans une fosse commune du cimetière de la capitale italienne, laissant derrière lui des poèmes sublimes et d'une rare beauté. Un épilogue plus maudit que cela ne serait pas envisageable. Cette fin tragique, nous la retrouvons dans des vers suivants. « Je vais dormir parmi les dormeurs ignorés, quelque part sous la terre, abîmé dans mes rêves. » Donc maintenant, pour venir au cas de Mario Scalesi et sa mémoire plurielle, ceux-ci ont été instrumentalisés à l'époque par les autorités françaises. Pour mieux comprendre Scalesi, il faudrait aussi juste ouvrir une petite parenthèse sur les contextes historiques de l'époque et donc dans lesquels Scalesi a vécu. Une parenthèse historique sur la situation politique et la rivalité franco-italienne qui existait à l'époque pour l'occupation même de la Tunisie. Une rivalité qui a vu opposer l'occupant français, protecteur de la nation, à la présence italienne, beaucoup plus nombreuse et présente dans les tissus sociaux tunisiens. Cette rivalité caractérise les relations internationales en Tunisie pendant toute la durée du protectorat, au point de devenir la question ou la querelle italienne en Tunisie. Celle-ci est certainement la clé de lecture de la commémoration des Scalesi, mais aussi la clé pour comprendre la recherche identitaire qui fut souterraine et silencieuse. Donc la préoccupation des Français était donc justifiée à l'époque. En effet, la colonie italienne de Tunisie générait à la suite des anciens et nouvelles vagues de migration, des Israélites de Livourne du XVe siècle, appelés Grana, aux réfugiés politiques du Risorgimento et de l'armée intellectuelle piémontaise, aux prolétaires siciliens, dominaient et continuaient à dominer numériquement et sur toutes les autres communautés européennes de Tunisie, la scène économique et socio-culturelle, donc de l'administration aux professions libérales, aux activités commerciales, aux artisans, à la finance, à l'école, etc. On se rappelle toujours d'une des figures italiennes très importantes d'origine ligure et ministre des Affaires étrangères du Bey avant le protectorat français, à partir de 1830 à 1850. C'était le comte Luigi Calligaris qui a fondé à Tunis l'école polytechnique et militaire vers les années 1840 et qui, entre autres, a formé la bourgeoisie juive livournaise qui dominait la finance et le commerce. La langue italienne devient alors la langue véhiculaire, définie un peu de la place et de la cour, et la langue de la diplomatie tunisienne dans ses relations avec le pays étranger. Jean Gagnage écrira, je cite, « Dans ce pays, tous parlent italien, et les Italiens représentent un véritable État dans l'État. » Fin de citation. Le seul cas de la presse est parmi les plus importants. Il y avait plus de 120 journaux italiens entre 1838 et 1956, et le premier journal imprimé en Tunisie, le 20 mars 1838, était aussi à langue italienne. Cela dit, on peut maintenant comprendre pourquoi les Français ont voulu voir à Scalesi l'affirmation de la présence culturelle française, considérée comme un passage obligatoire vers l'affirmation de la présence politique et administrative en Tunisie. Il sera considéré cependant toujours par la présence coloniale comme défini toujours comme cet étranger, jamais naturalisé français, est défini comme, je cite, le grand poète français des territoires d'outre-mer, on dira même, ou encore comme une assimilation de l'élément italien à l'élément français, dira Yves Châtelain dans le mouvement intellectuel italien. Et les Italiens qui l'ont toujours ignoré, donc ça c'est aussi la faute du côté italien, et découvert seulement il y a 20 ans, Mario Scalesi sera défini comme le poète italien de langue française en Tunisie. À ces deux pays, nous devons également ajouter la Tunisie, qui revendique le poète comme le poète italien d'expression française de Tunisie, ou tout court comme un poète tunisien. En fait, Mario Scalesi a grandi dans la Médina de Tunis, à côté des Tunisiens, se nourrissant de la culture tunisienne, et il sera donc normal que la Tunisie veuille le revendiquer en tant que poète tunisien. À tous les effets,
comme peut-être il aurait voulu être lui-même revendiqué. Scalesi est donc le trait d'union entre la Tunisie, la France, l'Italie et Malte, et bien évidemment entre ces peuples. L'œuvre de ce poète sans frontières et les innombrables racines culturelles sont comme les lieux géométriques d'une culture méditerranéenne unique et différente. Aujourd'hui, cependant, à raison de cette adhésion multiméditerranéenne, Scalesi est comme une bouteille jetée à la mer qui doit être sauvée. En effet, cette pluriappartenance est à l'origine de l'isolement de Mario Scalesi, difficile à situer sur le plan identitaire, culturel et social. Le poète dira, je cite, « Qu'est-ce que c'est la multiethnicité, si ce n'est la confrontation, le choc de différentes ethnies, si ce n'est la douleur, les larmes et le sang, jusqu'à ce que vous atteigniez la folie ?» Aujourd'hui, à l'époque des cultures multiethniques, sa figure multiculturelle nous apparaît de grande mode et d'importance. Il y a 2 ans, j'avais adressé moi personnellement une invitation aux ambassadeurs de ces 4 pays de la Méditerranée en Tunisie, avec lesquels Scalesi a des liens profonds, pour collaborer ensemble afin que les travaux de ce grand poète injustement méconnu puissent sortir de l'oubli. Rien n'a été fait à l'époque. La France francisera donc le nom du poète Marius Scalesi et le considérera comme une conquête culturelle et linguistique de la nation protectrice, il dira. Soulignant ainsi que Marius Scalesi est, je cite, le résultat du travail magnifique de l'éducation française instaurée en Tunisie par la politique du protectorat. Fin de citation. Dans le livre Hommage à Marius Scalesi, voulu aussi par Arthur Pellegrin, nous lisons, je cite, « L'exemple de Marius Scalesi montre que tous les espoirs sont possibles, y compris celui de créer une vaste et vigoureuse intellectualité qui atteindra les siècles morts de la splendeur de l'antique Carthage. » Il est incontestablement vrai que Marius Scalesi n'a pas seulement été le poète de l'alchimie et de la transfiguration de la douleur et de la sublimation, mais il était ainsi le poète de la colère, de la vengeance et de la révolte. Dans son discours, le directeur général de l'éducation, M. Gau, dira, je cite, « Ce garçon de race incertaine, vécu par hasard dans les quartiers populaires de Tunis, sorti de l'école primaire française, est rentré avec toute sa force dans la littérature pour forger l'instrument de son génie poétique et littéraire. » Fin de citation. Mario Scalesi, en fait, ne cessera jamais d'exprimer sa gratitude à la France, une nation qui lui a permis d'accéder à la culture, car étant le fils de migrants siciliens, il aurait été exclu déjà par les intellectuels et les bourgeois italiens, occupés à l'époque à défendre leur langue vis-à-vis de l'occupant français, et pour lesquels un prolétaire ne pouvait certainement pas être un de leurs intérêts. C'est pour ça aussi pourquoi je divisais le travail en mémoire sicilienne et italienne, parce qu'il y a de grandes différences. Il sera par contre accueilli par les milieux intellectuels français comme un assimilé. Et dans ses vers, on lira « Tu m'as nourri du cerveau de tes sages, de ta chair, de ton sang, de ton ardent soleil, ô France. Et quand mon cœur n'était que blanche page, ton nom s'y dessina ainsi qu'en fait vermeil. » Ce vers montre comment, pour Scalesi, la culture et la langue la plus accessible à la réalité politique et sociale de l'époque était le français et certainement pas l'italien. En effet, il ne fera aucunement partie de la controverse querelle franco-italienne, et Scalesi ne sera considéré par les autorités italiennes de l'époque ni comme un individu, ni comme un poète. Étant intellectuel, cependant, il sera sauvé, à mon avis, par la classification triste qui avait été faite sur la presse française du moment de l'époque, sur laquelle on écrivait que tous les Siciliens étaient des mafieux et des bandits. La France demandera de bloquer cet exode des Siciliens vers la Tunisie. Il est aussi vrai que parmi la masse des migrants siciliens, il y avait plusieurs délinquants et mafieux qui se sont enfuis de l'île et de la justice italienne et qui ont continué à pratiquer violemment leurs affaires dans l'illégalité. On parlera d'ailleurs, enfin la presse française francophone parlera d'ailleurs de danger sicilien, et on présentera la Sicile avec des préjugés habituels. L'hôte, par exemple, en dépit d'être favorable à l'émigration sicilienne, elle dira, je cite, «
À Tunis, les Siciliens avaient organisé une vraie mafia similaire à celle de Palerme et de Trapani. L'omerta et les crimes de sang étaient à l'ordre du jour, pas seulement parmi les bandits, mais aussi parmi la masse pacifique des travailleurs. Les Siciliens sont habitués depuis des générations à compter sur eux-mêmes et ils ne comptent pas sur les institutions publiques pour venger un affront. Donc l'Italie, malheureusement, a sous-estimé, voire ignoré non seulement Scalesi, mais aussi tous les intellectuels italiens non juifs, je dirais, de l'époque en Tunisie, pendant le protectorat, qui ont eu comme seule possibilité celle de se naturaliser français pour grimper l'échelle sociale. Grâce à la France, des peintres, des poètes, des intellectuels italiens verront leurs œuvres améliorées et protégées. La langue française, dira Scalesi, je cite, s'impose comme un moyen d'expression culturelle en Afrique du Nord, pour devenir ainsi la langue de l'expression, de la liberté et l'instrument d'évasion de l'oppression et de la misère dans laquelle la communauté sicilienne de l'époque vivait. Fin de citation. Tandis que, pendant que l'Italie ignorera la présence de Scalesi, ceci est présenté par le protecteur français comme, je cite, un miracle de la culture française en Afrique. Et Mario Scalesi, en tant que lépreux, trouvera dans la poésie la seule raison de vivre face aux sacrifices et aux humiliations. Je puis tourner à la démence, voilà pourquoi j'écris des vers. Mes pleurs ont fleuri les silences, voilà pourquoi j'écris des vers. Mario Scalesi est un poète authentique, capable, avec la seule force de ses mots et le prestige de ses métaphores, de créer un monde pour nous faire devenir partie intégrante de celui-ci. Je termine disant que Mario Scalesi est considéré de nos jours une des voix les plus représentatives de la littérature francophone maghrébine et qu'il mérite d'être exporté et connu dans le monde entier comme l'un des plus grands poètes tunisiens. Merci beaucoup. Merci, professeur Campizzi, pour cette présentation fort enrichissante dans la mesure où elle lève le voile sur un profil d'un personnage non pas méconnu en Tunisie, en tous les cas, mais je dirais peut-être pluriel. Et hélas, dont personne ne veut. Hélas. C'est ça le problème. Terrible. Son enterrement, c'est aberrant. Bref, je vais donner... Oui, il faut... où est-ce qu'ils sont les... bien, est-ce que... Donc, je donne la parole à présent à Madame Afifa Marzouki, de l'Université de la Manouba, bien évidemment, mais qui est spécialiste dans la matière. C'est cet aspect qu'on ne connaît pas beaucoup d'elle, hélas, mais grâce à ces publications, nous pouvons dire qu'elle est du domaine de la littérature tunisienne de langue française. Elle a eu de nombreux articles publiés à ce sujet, dont un livre publié à CID Éditions et intitulé tout simplement « La littérature tunisienne de langue française, voix ancienne et nouvelle voix ». Sans plus tarder, je vais lui donner la parole, puisqu'elle va donc nous présenter un grand poète tunisien, un grand écrivain tunisien que je respecte beaucoup et qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce matin, c'est Abdelaziz Qassem. Marhaba bik, c'est Abdelaziz. Et merci d'être venu. Afifa, à toi la parole. Voilà. Bien, donc je vais vous parler aujourd'hui du dernier recueil de Sir Abdelaziz Qassem, Jazal. Jazal, donc, où j'ai intitulé ma communication Jazal, où le passé éparpillé aux quatre coins de l'univers. De l'avenir, pardon, de l'avenir. Universitaire et écrivain bilingue, Abdelaziz Qassem publie en 1983 à la MTE son premier recueil de poésie, Le Frontal, et en 1994, L'hiver des brûlures chez Cérès Éditions. Une vingtaine d'années plus tard,
il revient sur la scène poétique avec Ghazal, publié en France en 2013 aux éditions Rive-Neuve. Albert Memmi définit la poésie comme une adéquation entre une émotion et une forme. Et dans le cas que nous étudions, il s'agit aussi de trouver un équilibre entre la forme brève et l'objet du chant, de présenter de courts poèmes versifiés à forme fixe, optant pour le ghazal andalou, des pièces composées chacune d'un distique qui ouvre le poème avec un vers de 6 syllabes et un octosyllabe, suivi de 2 quatrains d'alexandrin qui ondulent dans un lyrisme retenu où la discrétion des sentiments le dispute à la préciosité condensée du style et du vocable, véritable écran au débordement de l'émotion. Le recueil se présente en effet comme un journal de bord, une aventure scripturale de retour sur un passé lointain où la mémoire de la trace et le rêve d'avenir se relaient dans la douleur et l'espoir. Il s'agit, par notre lecture, de revenir avec le poète vers ce passé natal qui tient lieu de futur, qui constitue la toile de fond de Ghazal et en motive les élans. Me répugne le train, mais le départ m'allèche, précise le poète, aventurier du texte. Face à un présent lourd de méfaits, la muse aigrie égrène les facettes d'une actualité sombre aux horizons, aux hivers toujours brûlants. L'obscurantisme qui étend ses tentacules est désigné du doigt dans une poésie de la monstruosité et de la hideur bestiale, menaçante. Les faciès barbelés ont brouillé la carrière. Réveille-toi, héros, les boucs sont de retour. Partir d'ici, porter son mal en bandoulière, retenter d'esquiver la main les grossières. Femme au sourire éteint, comme tombe le jour, de toi-même ennemi, femme à la muselière, Tartuffe enfin jubile la mort, le giaour, expectant en sursis, je piaffe au carrefour. Le monstre religieux, au spectre liberticide, qui bâillonne la femme et toute joie de vivre, est désigné du doigt avec son corollaire, l'ignorance rampante, véritable fléau national, métaphoriquement incarné par l'image de la fécondité du système pileux et l'animalité féroce. De nuit surgit la horde, la dague aux dents, langue de bois. Ô mensonge velu dont tout credo déborde, les courtiers du jour J amplifient vos abois. Et me révulse encore, par-delà la discorde, l'exorbitant savoir que l'ignare s'accorde. Je viens à ton secours, le sens est aux abois, mes derniers pleurs vont pour la nef qui se saborde, bouche qui plus ne baie, bouche qui plus ne boit, que pour dire il y a loin du hibou au hautbois. Atteintes à l'esprit, pensées promises au frontal, équivalence et renversement des valeurs sont les stigmates de ces automnes blasés que plus rien n'ensemence. En ces temps verbicides de l'inculture, le poète usé, la viole enrouée,
en proie à la phobie du clinquant et du toc, multiplie les métaphores obsédantes de la chute et des freins à toute créativité. C'est en esthète outré que je jauge et ausculte, et le chien-dent repousse au secours de l'inculte. Plus je prie, plus je paie, plus je suis adobé, plus la foule repue foule aux pieds l'alphabet. Les brigands ont coupé mes chemins de halage, voici les lieux où j'ai perdu ma cargaison, l'orgueil sauf le cœur net de tout batifolage, mon échine courbée me tient lieu d'attelage, le calame affolé n'a pu avoir raison de tous les blancs dont tu as truffé mon feuillage. L'esprit en deuil, effaré par le faux et le crime de lèse-alphabet, de ceux que le poète du frontal désigne comme des monstres verbivores, cède la place à la douleur. Et tel Sisyphe, entravé en mal d'élévation, le poète confesse sa déroute. Et sur ma foi, le doute s'abat comme une ondée à Brest. L'univers de la disjonction et du sevrage déclenche dans l'écriture la nostalgie lyrique des sommets olympiens. Et je ris des hauteurs, je saigne à chaque pic, rebranche-toi à ton nourricier ombilique. C'est dans ce contexte que la poésie développe dans ses vers les stratégies de sa résistance, mettre les couleurs de son verbe en berne et son éclat en attente, changer de mode d'expression et rappeler son essence auto-immune. Je ne suis pas amer, le verbe est alcalin, le style a préféré le sobre à la diaprure, attendant d'autres temps toujours plus sibyllins, l'alchimiste arrangé, Garance et Zinzolin. Le deuil et le désenchantement sont absorbés dans le renoncement, la retraite et le repli. Quand les mœurs font miroir à un siècle trop sec, la poésie s'octroie des lettres de noblesse, a vidé dans l'obscur son éclatant échec et cède au goût du jour en posant son rebec. Lassée, la muse admet la défaite et souscrit au néant en jetant au feu son manuscrit. Si elle dit sa défaite, l'écriture se défend de la mort, car la fonction mobilisatrice des mots ne bat pas de l'aile. Les mots ne sont-ils pas promis de la vie du poète dans Science et conscience des mots, à vaincre le silence qui s'installe dans les esprits et la dégradation des choses et des temps. Leur sujet change de cap, s'adapte aux circonstances et l'expression de l'écœurement bascule dans la nostalgie, l'éloge d'un passé porteur des semences, d'un avenir vainqueur de la vanille du présent. Le poète ne déserte pas la poésie. Il en fait un asile, un maquis intérieur, pour reprendre une image du frontal, une écriture de la remembrance du bonheur, de l'amour, comme une compensation personnelle et littéraire à la frustration qu'impose le réel. Quand l'espoir s'effiloche, il renaît dans l'intacte chanson. La muse aigrie se transmue en muse apaisée, exorcisant le mal en chant de l'aimance. L'amour apparaît dans Ghazal comme une planche de salut, une lueur qui triomphe des ténèbres,
une digue contre le désespoir et la mort, même s'il lui est paradoxalement sans cesse associé. J'aurais pu ma dormance assouvir, n'eût été l'ardeur d'une cigale à requinquer l'été. La poésie de l'amour, l'hymne à la femme, console de la désolation politique et culturelle, le cœur en houle, pluvieux, interpelle l'aimé. Présumé haïssable, ce moi qui t'aime et que j'omets. Femme messie, sans qui mon royaume est un bagne, toi qui survins comme une ondée sur mes reliefs, écrit le poète. Il s'agit donc de chanter le défi de survivre et d'aimer à outrance quand tout désir est frelaté. L'amour qu'exhale le souvenir est alors associé à la thématique de l'absence, du vide, de la douloureuse trace. Il survit à l'invaincue remembrance et le poète amant apparaît dans le recueil sous l'image de l'arpenteur taciturne, du souvenir des ombres chues et de la chair morte, et qui cherche la porte absente au regret du heurtoir. L'amour rumine un rêve aptère et sans frisson. Nous voilà parvenus à des temps verbicides. La mentale apocope estropie sans cesson. Voici, femme, à tes pieds, mon intacte chanson. L'amour de l'absente est évoqué par la métonymie du souvenir du parfum et d'une sensualité réduite à sa seule mémoire. Le lieu désormais vide revient dans une fantasmagorie vivace oscillant entre le vide et le plein, la privation et la rémanence, le manque et la persistance. Parmi les senteurs tues rôde un rêve olfactif dans la salle habitée par sa seule crédence. L'écriture de la synesthésie, doublée des figures de la personnification et de l'animation des objets, installe une étrange atmosphère fantasmatique propre à suggérer l'oppression du manque, fondue et dépassée dans la présence et la victoire de la création poétique qui la restitue. La poétique de la frontière va dans le même sens. Elle est rendue par l'image du seuil de ce salon jadis festif et désormais orphelin de convives, où le chagrin de l'amour aux vertus unitives, paradoxalement, opère le miracle de restituer l'amour. Ton nom parcourt mes sens, et sans la bergamote, royal arôme et baume au cœur, m'avais-tu dit, il fait si chaud, pourquoi faut-il que j'en grelotte? Werther a-t-il frémi? Autant pour sa Charlotte. J'y vais, la cendre au cœur, moi qui sais que l'amour n'est jamais aussi fort que quand il est posthume. Déguisé en manant, courant de cour en cour, au portail fermé, je mendie ton retour. Dans l'enfer de l'absence, le poète écrit « Ce mal que tu avives a la perte d'un paradis ». Mais l'aimance dans Ghazal ne se présente pas uniquement comme amour effréné de la femme perdue. Elle est aussi et parallèlement amour fasciné de la contrée perdue, de l'adulée Andalousie. La troubadourie et la muse ibérique sont aussi sollicitées comme une échappatoire, un recours poétique salvateur opposant à la décadence du présent indigent la grandeur d'un passé chevaleresque. J'ai l'émoi oriental et mon vers s'en ressent.
Poète inactuel, j'ai le vers atavique. Je ne sais d'où me vient cet appel suranné, de quel vertige est-il, quelque peu nostalgique, de Cordès, la montagne ou le fort du Freinet, la distance est mobile et l'instant refréné. La langue, volontairement archaïsante, se référant au Moyen-Âge, et la redondance dans ce recueil des termes français d'origine arabe, volontairement choisis comme écho sonore d'une histoire originelle et d'une culture communion dans la même langue, illustre ce que le poète appelle son émoi. Au mal de la disjonction, de la dissension, de la béance, le poète oppose le rêve du croisement, de la jonction et de la fécondation incarnée par la grandeur des conquêtes andalouses. Il n'est pas qu'un orpailleur du songe au pays d'Oc. Si devant Alcazar vidé de votre élite, j'ai, à défaut d'un droit, un devoir de visite. Ghazal exprime ce devoir de visite pour tous les morts en fécondant la Gaule. Debout, mort andalou, secoue marbre et gisant, ta cavalcade emplit toute l'Estrémadure et ton fantôme échappe à tout exorcisant. Ah, quel gâchis que cet amour hispanisant! L'écartèlement culturel est sans cesse ressassé par cette poésie du métissage. J'ai beau jeter odieux marins de l'Est en l'Est, des cargaisons d'orfois, j'ai beau vider la soute, les alizés me font échouer à l'Ouest. C'est ici que je pense, or mon être est à l'Est. De mon levant se lève un vent évanescent, c'est là que tout commence et que rien ne s'achève sur le voilier d'un rêve aussi vieux que récent. J'apporte à la grand-messe une bouffée d'encens. Face à la parenté reniée par l'Occident et l'originel malentendu, l'inspiration poétique revendique inlassablement sa troubadourie et se réclame comme un grand chant d'amour péninsulaire. Je viens vider le cœur gorgé de rancœur rance, têtue la vanité, rêve encore d'invasion, que l'ost se tienne loin de mes chemins d'errance, pour un amour menti, 1001 évasions ont troqué mes visées contre un flot de visions. Le jeu de mots sur visée et vision met en valeur l'opposition entre ce qui relève du projet réalisable et de ce qui procède des dérives de l'illusion, des éphémères visions. Le spectre d'une culture partagée hante l'écriture et le simple hasard d'une rencontre, une simple passante, agissent comme un prétexte pour rappeler la fatalité d'une généalogie, d'une commune destinée. Peu me chaud de savoir le pourquoi, le comment, mais à Gignac, je vise à ma tension labile une beauté de pêche et de froment, tout son être avoué un lointain croisement. Dans cette poésie, je est toujours un autre qui le double et l'enrichit même dans la douleur. Ma biface effigie flotte au vent, aux rafales, et le mal se dédouble aux facultés duales. Et la mémoire endort le regret qui la mord au tréfonds d'un levant, rivé à ses annales, de cet Orient qui perd le Nord, et de ce Nord désorienté, j'écris ce vain journal de bord. Moi, la muse ibérique, j'ai mal à mes bardes métisses. Jus sortant de Grenade, un soupir plus coupable, ici nul ne réchappe
au remords, au regret d'avoir vu s'évanouir l'utopie de Cyprès. Et le poète de conclure sur une vision dialectique des choses, où la vie renaît toujours de ses cendres et l'amour, plus qu'à la métamorphose, est appelé à la réincarnation active. L'amour inabouti est plus qu'un avatar, il succombe au trop-plein, il renaît du trop tard. Si l'immense est associé à la mort, aurait voulu, Thanatos ne triomphe pas. La poésie joue le contrepoids par son pouvoir rédempteur et bâtisseur. Dans Science et conscience des mots, le poète défend le poème en tant que conquête continue, reculant les frontières du silence, béance toujours prête à nous happer. La poésie, écrit-il, est notre amulette. Elle conjure tout ce qui entrave la liberté d'imposer notre présent au néant. Elle s'écrit pour transmuer le passé éparpillé en monument scriptural, en fondement de l'avenir. Dans cette création palimpseste, le passé offre ses particules comme dérivés, substitut à la chape du présent. Il fonctionne comme la sève couvée et qui ressource. Le révolu sert de point d'attache. Il est l'étincelle qui fait repartir le feu de l'espoir. Au-delà des temps actuels qui fâchent, les bonheurs du passé entretiennent l'avenir. L'amour de la femme, même tu, opère comme une lumière, une valeur que l'éphémère n'altère pas. Et la richesse et la pluralité d'une civilisation écartelée sur les continents, les lieux et les temps agissent comme une promesse de réconfort moral et de radiance permanente. Malgré le temps, malgré la mort, l'amour se maintient dans la mémoire vive et la culture triomphe de l'histoire temporelle et chronologique, elle triomphe de l'amnésie, elle est stimulus d'éternité. Dans cette perspective, Szegel peut être considéré comme une revanche sur l'hiver des brûlures et aussi une espèce de contrepoids dans une mélodie lyrique à deux temps. Il oppose les lumières, fussent-elles les simples reflets de l'utopie, à la générosité et la générosité de l'amour, fût-il posthume, à la sécheresse des temps présents et du désespoir. Merci. Merci, chers collègues et amis, pour cette analyse si profonde des vers de notre grand poète Abdelaziz Qassem, et vous jetez la lumière sur un aspect pas très connu, d'où l'intérêt de vous avoir entendu. Merci infiniment. Donc j'appelle Sikam El Gaha à prendre la suite. Kamel Geha va nous parler d'un autre auteur qui est Anwar Atiya. Enfin, je ne peux pas présenter Kamel Geha, qui est membre de l'Académie, qui est un ancien collègue de l'Université de Tunis, particulièrement de l'Université de la Manouba, où nous avons fait notre chemin ensemble. Il a été directeur de la Bibliothèque nationale de Tunis. Il va vous entretenir aujourd'hui donc d'un autre auteur tunisien, Anwar Atiya, La passion d'elle, entre guillemets, au pluriel, avec un NS bien sûr, comme expérience esthétique dans ses romans. À vous la parole. Merci,
chère Madame Bakar, on peut en effet considérer Anwar Attia comme un poète, même si son nom est associé plus souvent au genre romanesque. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans ce propos. Oui, c'est bon, en principe. Hein. Donc, je parlerai du poète romancier ou du romancier poète. Oui. Si vous préférez. Dans le roman, l'homme est face à lui-même comme Oedipe face au Sphinx, dans une confrontation dont l'enjeu est la vie et la mort à soi-même, comme premier pas vers un possible encore fouillant, incertain. Ce qui se joue dans le roman, quand il est roman, n'est rien d'autre que ce désir de persévérer, malgré le désastre triomphant. Le désastre beuglant de toute la force de ses voix discordantes, qui est la fin et le commencement. Le tout qui circonscrit tous les possibles, tous les désirs, tous les élans. Dans le roman, lèvent des voix qui, comme le vent, ne renoncent pas et disent « et pourtant j'écris » et rêvent d'un autre commencement. Ma contribution aux travaux de cette rencontre consistera moins en une recherche académique qu'en un hommage sincère et amical à l'une des voix romanesques les plus originales et les plus exigeantes de la Tunisie. Une voix qui décline l'amour de la vie, de la terre et des femmes en un hymne ample et généreux, comme l'est toute passion et toute création authentique. Faisant ainsi de la passion un engagement et une éthique, et de l'écriture romanesque, de cet engagement, une esthétique, au sens de théorie de la vie, du beau et du juste, se rejoignant et se conjoignant en une forme, celle de l'écriture romanesque d'Anwar Attia, dans tous ses romans, et tout particulièrement dans Hayat ou La Passion d'elle, le E étant une majuscule dans le titre d'Anwar Attia, il insiste, c'est important, et non pas une minuscule comme c'est mentionné dans le programme, et c'est de ma faute. Donc, Hayat ou La Passion d'elle, que nous pastichons dans notre titre. On peut dire d'Anwar Attia, professeur d'anglais de son métier, qu'il est l'un des auteurs tunisiens francophones les plus constants et les plus productifs, avec un sens de la pureté de la langue et un jeu de style, de ton et de rythme dans toutes ses œuvres que peuvent lui envier les meilleurs d'entre nous. Toujours mêlé d'ailleurs chez lui d'un humour subtil et d'une humilité qui en font à nos yeux un profil différencié et facilement identifiable dans la scansion même de sa phrase, j'allais dire de son phrasé, tant la musique et le rythme comptent à ses yeux. Après un premier roman remarqué, de A jusqu'à T, ou Reflets changeants sur Méditerranée, publié en 1987 chez Publisud, et Shams Éditions, donc Paris-Tunis, il va enchaîner à intervalles quasi réguliers la publication de 5 autres romans entre 2002 et 2019,
dont 2 seront couronnés par le Comar d'or, en 2002 pour Hayat ou La Passion d'elle, et en 2015 pour La Passion toi. On lui doit également 3 autres créations littéraires. Vous trouverez les titres des autres romans dans l'apparat critique. Inutile d'arranger le propos. On lui doit également 3 autres créations littéraires qui relèvent autant du carnet d'auteur que du journal et de la poésie, justement, avec un souci constant d'interroger la tradition littéraire et humaniste, antique, classique et moderne. Il s'agit de Séances tunisiennes, Variations sur des contes populaires maghrébins et Fragilité. Les 3 ouvrages sont publiés chez Sahar Éditions en 2014, 2017 et 2018. Ces 3 ouvrages qui paraissent hétérogènes sont à nos yeux un véritable laboratoire de maturation de la pensée et de la théorie littéraire de l'auteur et constituent un volet intrinsèque de sa création. On y relève notamment une réflexion désabusée et même amère et désenchantée sur la lecture parmi les élites tunisiennes, que nous avons jugée suggestive et profondément juste. Nous en donnons un exemple pris dans Séances tunisiennes, justement, pas dans un roman. Alors, dans ces séances, Raoui, c'est un narrateur, d'ailleurs le titre exact de l'ouvrage est Séances tunisiennes, Raoui, ses contes et récits. Dans ces séances, comme dans ces fictions, l'instance narratrice se scinde en Raoui, ou narrateur, et en alter ego, à qui il destine son propos. Ici, cet autre du narrateur est désigné par le prénom même de l'auteur, c'est-à-dire Anouar. Alors, et cela prend souvent la forme d'une lettre, donc un échange épistolaire. Cher Anouar, je retourne à toi, renouant avec Inaugural, c'est l'ouverture de l'ouvrage. Je sais que toi, tu es un liseur, pas du tout acharné, d'accord. Mais je sais que toi, au moins, tu lis ce qu'on t'offre à lire. Pas comme certains que je connais dans le regard de qui, lorsque tu le fais, tu lis, et il donne une expression en anglais, il est behind the times. Il vit dans un autre temps, littéralement. Le pauvre, il ne sait pas encore qu'offrir quelque chose d'écrit, surtout écrit sur papier, c'est ringard. Et que ça devient comique, on ne peut plus, pour ne pas dire pathétique. Quand le quelque chose d'écrit sur le papier, c'est lui ou elle qui l'a écrit. On relève dans l'œuvre de l'auteur bien d'autres occurrences qui consacrent la désaffection de la lecture en général et de la lecture littéraire en particulier chez les lecteurs tunisiens, et tout spécialement parmi les élites. Notamment dans son premier roman de A jusqu'à T, c'est un autre exemple que je donne, dans un passage où se retrouve également la même citation de Voltaire que nous avons donnée dans un autre endroit que nous avons sauté. La même citation de Voltaire déjà évoquée. Lotfi, le narrateur, rend compte de son expérience de journaliste culturel au journal Le Fanal et de la réaction suscitée par la publication des nouvelles qu'il a, entre guillemets, pondues, pour reprendre la métaphore qu'il emploie. La citation est un peu longue, mais je donne la phrase la plus peut-être suggestive.
Pour qui donc mord de mes os? Et pour qui écrit-on en Tunisie quand on n'a rien à dire sur le ballon rond ni sur les canassons? Vous lirez la citation dans le texte, elle est réellement savoureuse. Le même désenchantement et la même relation passionnelle à la lecture et à l'écriture se retrouvent dans un délicieux poème qui figure à la fin de l'ouvrage Fragilité. Donc ce ne sont pas les romans là. Et confirme en même temps la solitude, pour ne pas dire l'exil du créateur et son besoin de mots et d'écriture. Il s'agit du dernier texte du recueil, d'ailleurs. Son titre est « Les mots de la fin ». J'ai déterré de là où il croupissait, livres ou manuscrits, des écrits que j'avais commis. Tous ces appels lancés passionnément, aux inscrits, aux abonnés absents. Tout ça, pour cette vacuité, pour cette vanité des vanités. Et je me dis, basta. Je dis stop à tout ça. Fini la graphomanie. On ne m'y reprendra plus. On ne me reprendra plus à immoler ma vie sur l'autel de l'écrit. Mais une tristesse me saisit. Je sais que je m'y reprendrai, jusqu'à ce que mort interrompe la triste comédie. Oiseau chantant, s'enivrant de son chant, stupidement, pitoyablement, tragiquement. En marge de la création proprement dite, nous devons à Anwar Atiyah des traductions de légendes populaires, évoquées d'ailleurs par Sissamir hier, et d'œuvres littéraires d'auteurs tunisiens vers le français, sa langue de création, mais aussi vers l'anglais, sa langue professionnelle, à côté d'une traduction d'un ouvrage sur la tolérance publié à Beit el-Haq, ainsi que d'un manuel d'anglais. Les titres sont dans la paracritique. Si nous mentionnons les travaux de l'auteur publiés en marge de sa création romanesque proprement dite, c'est d'abord parce que nous pensons qu'elle complète heureusement et explique en partie son œuvre romanesque, dans laquelle se retrouve comme une veine récurrente la célébration de la culture et des traditions populaires et littéraires, au point qu'on peut dire de lui qu'il met en fiction, on peut même dire, s'inspirant de l'expression mettre en scène, ou qu'il met en écriture sa culture, sa sensibilité littéraire et même son expérience d'enseignant ou de témoin privilégié de la culture et de la sensibilité de son temps. La citation de Voltaire que j'évoquais tout à l'heure est la suivante: « Tous les genres sont bons, or les genres ennuyeux. » C'est un peu l'une des clés de l'œuvre d'Anwar Atiyah. Il ne reconnaît pas les frontières entre les genres, et il l'affiche ostentatoirement. C'est moins une forme transcendante et rigide qu'une intonation, une émotion ou un élan qu'il faut chercher dans l'œuvre d'Anwar Atiyah. L'écriture demeure chez lui et dans toutes ses contributions la manifestation la plus fidèle et la plus juste de la célébration de la vie comme élan et de la beauté comme expression juste de cet élan. On sait d'emblée à quoi s'en tenir. On ne peut pas entrer dans les fictions d'Anwar Atiyah si on ne sait pas, a priori, délester des réflexes sécurisants de la lecture transparente. Où l'habitude tient lieu de balise et de garde-fou. On
On assiste en effet dans toutes ces fictions, de la première à la plus récente est de 2019, à un démontage constant de la scène de l'écriture romanesque ou encore de l'énonciation romanesque, comme nous allons tenter de le montrer. La scène ou le drame de l'écriture, dont nous avons rendu compte dans un tout autre contexte, comme scène de l'énonciation romanesque ou scène de la création, se caractérise par la lecture critique du fondement même de la communication. La critique de la communication comme échange alterné entre un locuteur et un allocuteur, un sujet et un destinataire différenciés et constants. Et par la scission de l'identité même du sujet dans son énonciation, en moment énonciatif et en incarnation multiple et mouvante de la même identité. Les frontières et les balises de la scène de la communication ont alors tendance à s'estomper et la frontière évanescente séparant le familier de l'étrange, le conventionnel de l'excentrique et même du pathologique s'efface. D'ailleurs, la métaphore récurrente de la folie dans les fictions de l'auteur est à interpréter dans ce sens, comme l'instauration d'un cadre énonciatif autre, plus approprié à la création littéraire et dans lequel la sécurité de l'identité à soi, de l'identité du sujet à lui-même est mise en défaut par l'irruption des autres voies secrètes du sujet. Ce dialogue entre l'excès de la passion d'un côté et la sagesse, obtenue au prix d'une lecture critique de ses propres élans, traverse toute l'œuvre d'Anwar Attia et engage son esprit même, ou la poétique qui régit cette œuvre. Car pour lui, la passion, mot qui revient très souvent dans ses romans, la passion est toujours passion de la vie et du beau, mais aussi passion des mots et de l'écriture transgressive. Dans l'un de ses romans, justement Hayat ou la passion d'elle, que nous considérons comme une œuvre exceptionnelle de maîtrise esthétique de l'écriture romanesque, ce dialogue prend la forme d'un échange à distance entre deux figures tutélaires, Saint-Augustin et Elmar. L'exergue du roman qui sollicite Saint-Augustin consacre la passion comme principe de vie et comme accomplissement de l'être même du sujet. La citation donnée est la suivante: « Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. » Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Il faut comprendre ici passion comme revendication de plénitude de l'être du sujet amoureux, mais aussi du sujet créateur, s'accomplissant par l'écriture et le maniement des mots, par-delà les normes discursives et éthiques établies. Or, c'est cela qui est diagnostiqué comme dérèglement, comme anomie, par Farfa, entre guillemets, c'est le nom du psychiatre. Le psychiatre que le personnage consulte. Le personnage s'appelle Abdallah. Donc, Abdallah, le narrateur, consulte donc Farfa, et voici ce qu'il lui dit à l'issue de la dernière séance.
Et là, l'écriture se fait pratiquement... elle est automatique par moment, mais là, elle est réellement une écriture quasi instantanée de l'idée ou de l'émotion qui traverse. Nous sommes proches de ce que on appelle l'écriture du courant de conscience, hein, ou la littérature du the dream of consciousness, comme disent les Anglais, même si je prononce très mal, je le sais. Farfa, dernière séance, la énième, après la 50e, je ne les comptais plus. Fin de séance, ces mots texto. La multiple passion, en tout l'excès de sentiments, la passion par rapport au passé, l'excès de regret ou de nostalgie, la passion par rapport à l'avenir, l'excès de peur ou d'espoir, l'excès par rapport au présent, les choses, les mots, excès dans le rejet de l'adhésion. C'est Abdallah. Non, excès dans le rejet ou l'adhésion. Point, pardon. C'est Abdallah, la cause de ce que vous appelez douleur, hein, ce mal-être diffus, parfois aigu, cette sensation d'exil au monde tel qu'il est devenu et la multiple passion. L'excès de sentiments. La solution de raison est évidemment la multiple sagesse. L'adhésion à la raison, qui recommande le contrôle de la passion. Croyez-moi, c'est Abdallah, il vaut mieux perdre ses passions que de s'y perdre. Hein? Si Saint-Augustin est complètement inversé par ce principe de rationalité ou de sagesse développé par le psychiatre, donc l'homme de la raison. À l'issue de sa très longue cure, qui couvre pratiquement toute l'affection, Abdallah reconnaît dans l'effroi l'incidence de ses élans excessifs sur sa vie et sur les mots qu'il emploie à dire. Je cite, m'effrayer, m'effraie cette passion de moi, ou passion des mots qui me disent, te disent. J'ai toujours voulu un peu de calme. 2 pages. Avant, il reconnaît sans équivoque le bien fondé du diagnostic dont il a fait l'objet et se met cette fois sous la tutelle d'Elmar. La solution de raison, soyez sages des sentiments. Modère tes transports, Abdallah. En tout, il faut savoir raison garder, disent-ils. Nous disons sous le couvert d'El-Ma'ari, le juge suprême est la raison. Pouvoir mettre en œuvre cette solution, le vouloir vraiment. Mais en fait, il ne s'agit pas là d'un renoncement, comme on pourrait être tenté de le croire. C'est le dialogue même de la passion et de la raison qui constitue la fiction, de son incipit à sa closure. Et les élans excessifs de la passion portés par la logique onirique omniprésente et par les mots est toujours là à l'issue du périple des protagonistes. On l'aura compris, vous me direz, madame, hein? Il me reste 5 minutes, parfait. On l'aura compris pour lire avec quelque sécurité, et une sécurité toute relative, la fiction d'Anwar Atiyah, il faut renoncer à une logique duelle et dichotomique entre le moi et l'autre, l'ici et l'ailleurs, le présent et le passé. L'énonciation romanesque circule entre tous ces possibles narratifs comme des moments privilégiés et non exclusifs.
Je est non seulement un autre, il est plusieurs autres. Plusieurs autres possibles du sujet. Plusieurs états au moment du sujet en quête de plénitude. Dans un autre roman, Anwarati a fait dire à l'un de ses personnages, à Kateb, l'une des incarnations de la figure de l'écrivain, à qui on demande si l'œuvre qu'il est en train d'écrire est autobiographique. Kateb répond, toute œuvre d'imagination, première ou pas, l'est plus ou moins. Inversement, aucune ne l'est tout à fait, même quand elle est proposée comme autobiographie. Tant que moi est plus ou moins un autre, plutôt plusieurs autres. Signalons également dans le livre 7 du roman La Passion Toi, l'une des séquences du chapitre 4 qui est intitulée « Je est un autre » en référence à un ouvrage célèbre de Philippe Hamon. Je vais essayer de conclure en sacrifiant une partie que vous lirez évidemment, mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et en fait, cet hommage amical à Anwar m'a permis de me rendre compte que son œuvre était réellement à interroger. Il y a dans l'œuvre d'Anwar Attia un hymne à la vie qui se confond avec l'hymne à la femme. Et la femme, celle qui est représentée par la majuscule, elle n'est pas une, elle est plurielle, jusqu'à devenir la Tunisie. Et cette pluralité des incarnations de la féminité est revendiquée, pleinement revendiquée par eux. C'est presque programmatique. Et cependant, c'est loin de l'être. Car la figure de la femme, qui fait l'objet d'un véritable chant dans toute son œuvre, est toujours inscrite dans la société et dans l'histoire. Ce sont deux autres dimensions de l'œuvre d'Anwar Attia. Anwar Attia est toujours dans le temps historique, mais également dans le rêve, mais également dans la légende et le mythe. Et le naturel avec lequel il passe d'un univers à l'autre est réellement impressionnant. Une autre dimension importante dans les romans d'Anwar Attia, Anwar Attia est un homme de culture. Il y a dans ces romans un dialogue constant, par convocation sous forme de citation, des grands monuments de la culture, arabe classique, tunisienne moderne et occidentale, spécialement anglaise. Et ce dialogue est constitutif de l'identité même, je dirais, d'Anwar Attia, dans ses différentes manifestations. Enfin, la dimension historique au sens d'inscription dans une durée longue est un autre aspect de l'œuvre romanesque d'Anwar Attia, puisque on trouvera chez lui mention de Rome, de Byzance, mais également des Husseinites et des événements de 1938, ainsi que des émeutes du pain de 1984. Et ce qui est réellement remarquable, c'est que cela se fait le plus naturellement du monde, et toujours avec ce petit air, oui, je dirais anglais, et cet humour qui ne le quitte jamais. Je voulais lui dire de vive voix tout ce que je pense d'amical de son œuvre, et tout en le rassurant, m'inquiéter avec lui,
disons, de l'importance du livre parmi les élites de nos jours. Et il faudrait que, comme lui, nous essayions de réhabiliter sans culpabilité, sans se sentir coupable, ce besoin des mots, ce besoin du texte. Peut-être cela nous réconcilierait-il pas avec et la littérature et nous-mêmes. Merci infiniment. Merci pour cette étude pertinente grâce à votre spécialité et la stylistique. J'ai oublié tout à l'heure, bien sûr, de mentionner que vous êtes docteur d'État en stylistique. Il fut un temps. Il fut un temps soutenu à Lyon. Et donc, vous nous avez vraiment éblouis par les spécificités de l'écriture d'Anwar Atiyah. Et votre propos ce matin complète la présentation de l'auteur que nous avons eue hier après-midi, justement, écrite de la main de Anwar Atiyah lui-même. Et on retrouve les remarques sur lesquelles vous avez insisté cet après-midi en passant au peigne fin son écriture spécifique. Donc. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole pour maximum une dizaine de minutes. Si vous avez des questions à poser, ou bien, alors commencez les dames avant, si tu veux bien, Samir. Merci. En fait, j'ai deux petites questions. Je ne vais pas être très longue, comme d'habitude. Je remercie professeur Afif Marzouki d'avoir parlé du grand poète Abdelaziz Qasim. Mais je suis restée un petit peu sur ma faim parce que, en fait, j'aurais souhaité que vous expliquiez un petit peu le titre, parce que d'autant plus que sur le programme, c'est écrit Zajal, et de temps en temps, vous dites Jazal. Alors, est-ce que c'est Zajal ou est-ce que c'est Jazal? Et j'aimerais bien comprendre, parce que comme nous travaillons justement sur cette littérature, oui, voilà, moi je ne connais pas. Et je vous remercie de m'avoir fait découvrir ce recueil. Donc, j'aurais aimé avoir une petite explication, parce que moi, dans ma tête, je suis restée... j'ai fait peut-être par une sorte de voisinage consonantique avec, je me suis dit, ça peut être Razal, ça peut être Jadal, ça peut, donc je suis partie sur plusieurs, non, je connais le titre, mais j'aimerais que vous donniez une petite explication sur le sens du titre. Deuxième petite question, c'est concernant, donc, professeur Gaha, merci d'avoir parlé de l'œuvre monumentale de Anwar Atiyah. Moi, j'aurais une petite question à tous mes professeurs, à mes chers professeurs. Pourquoi ne nous avoir pas fait découvrir la littérature tunisienne dans les programmes? Moi, sincèrement, je voudrais redevenir étudiante, redevenir votre étudiante, pour enfin découvrir tous ces textes magnifiques dont vous nous parlez. Anwar Atiyah ou La Passion d'elle, c'est grandiose. Pourquoi n'avoir pas envisagé de mettre justement au programme, je parle de modules fondamentaux, je ne parle pas d'obsessionnel, j'allais dire. Je ne parle pas d'optionnel, mais pourquoi ne pas avoir mis ces œuvres-là au programme? Après tout, l'œuvre de Sir Qasim, l'œuvre de Anwar Atiyah n'ont rien à envier à des œuvres comme Najma ou Césaire. Donc, voilà. Une petite question, peut-être que j'aurai aujourd'hui la réponse. Et puis, juste une dernière remarque. Vous avez dit, Kamel, qu'effectivement, il s'agit d'une passion de la femme et qui dit aussi la passion de la vie. D'ailleurs, Hayat ou la passion d'elle, Hayat, c'est déjà la vie. Donc, Hayat ou la passion d'elle, c'est déjà effectivement la femme et la vie à la fois dans le titre lui-même. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce que, oui, c'est Mortal, Sahnoun. Je commence d'abord par remercier et féliciter les trois communicants pour les trois communications, je dirais, excellentes. Et donc,
cela ne peut que réconcilier les écrivains tunisiens d'expression française et l'écriture et la création des auteurs tunisiens d'expression française avec la critique. Et là, nous avons eu une démonstration d'une qualité extrême, je dirais, qui montre et démontre qu'on a des critiques excellents qui pourraient, bien sûr, faire promouvoir cette écriture tunisienne d'expression française et montrer en réalité les qualités de cette écriture parce que jusque-là, souvent, les critiques sont, disons, des journalistes qui écrivent un petit article dans les journaux. Alors que là, nous avons eu droit à des études universitaires, même si Kamel tout à l'heure disait ma communication n'aura pas les qualités académiques, mais là c'était effectivement une étude, analyse parfaite académique. Donc il nous faudrait nous intéresser à la création des auteurs tunisiens et pour que, comme le signalait maintenant Saïd Sourir, madame, donc il y a bien sûr des auteurs qui méritent d'être, disons, mis à l'avant de la scène et d'en parler et de parler de leur œuvre. Bon, je continue un petit peu votre parole sur Anwar Ataya par un souvenir personnel. Anwar Ataya, c'est Kamel, vous dites, vous avez cité un petit paragraphe, il dit « Quand j'offre un livre ou une page écrite, il faut bien qu'on lise cette page, bien sûr. » Et moi, je lui rends hommage parce que, à mes débuts avec ce premier roman Tsunami, dès que le roman fut publié, Anwar Ataya m'a envoyé un message immédiatement et dans lequel je relève juste, je ne vais pas parler du contenu, mais juste le mot émotion. Il m'a dit, j'ai lu votre roman Tsunami et j'ai été ému. Et là, c'est une reconnaissance quand même, et un témoignage qui m'a fait énormément plaisir. Et là, aujourd'hui, j'imagine qu'il est en train de peut-être suivre les travaux du colloque. Je le remercie encore une fois et je lui rends hommage. Je ne sais pas si c'est mieux, s'il vous plaît. Pardon. Juste aussi un mot pour notre collègue et ami Alfonso Campese. Je le remercie parce qu'il m'a permis de découvrir un poète sicilien. En effet, je ne le connaissais pas. Là, je découvre sicilien, mais tunisien, puisque là, bien sûr, il le revendique lui-même. Merci Alfonso. Et un mot pour Afifa.
Bon, je la remercie, je la félicite pour son excellente communication. Là, elle ne me fait pas découvrir, c'est Abdelaziz Qasim, le poète, mais elle, disons, met en évidence la beauté de cette poésie. Et à chaque fois que j'ai écouté Abdelaziz Qasim dire sa poésie ou parler de sa poésie, ou quand j'ai aussi écouté des chercheurs comme Afif qui parlent de cette poésie, ces propos et cette poésie, elle-même la poésie de Qasim, a cette qualité de me faire aimer davantage la poésie. Et je le remercie pour ça, c'est un don, mais dans les deux sens de don. Et c'est un cadeau parce que quand un étudiant vient vers moi pour me dire « Merci monsieur, vous m'avez fait aimer la langue française parce que pour cela », mais moi aussi je vous dis merci de me faire aimer davantage la poésie, aussi bien française qu'arabe ou poésie dite en français par un Tunisien. Là, merci encore une fois. Et encore une fois, merci pour les trois communicants. C'était excellent. Je vous remercie. Bien, merci. C'est Mokhtar Sahnoun. Donc, si vous voulez bien répondre, donc, parce que on est pressé par le temps, puisque si Samir va après faire la synthèse de tout ça, donc je respecte le temps. Et si vous voulez répondre. J'ai juste une petite remarque. Alors, je voudrais bien poser la question à notre pilote, si Qasim, je profite de sa présence. En fait, y a-t-il un rapport entre al-maqam, qui est une forme justement politique qui relève de la tradition arabo-musulmane et qui a été par la suite, on va dire entre guillemets, exploitée par le poète marocain Labi, qui contestait justement donc, le pouvoir qui était en place au Maroc. Y a-t-il justement un lien, on va dire, de parenté entre ces deux formes d'écriture, le jazal et le maqama? Merci. C'est Abdelaziz, si vous voulez répondre par rapport à ce que... Ah, oui, on va vous donner un micro. Voilà. Pas affiche, mais peut-être que... Il faudrait peut-être répondre, dire qu'est-ce que le zajal, peut-être. Oui, c'est ça. Le zajal est un peu différent de la maqama. La maqama, c'est la séance, n'est-ce pas? Mais par zajal, vous savez, moi, dans ma poésie en langue française, cette poésie n'est pas truffée de mots arabes. Elle est franco-française. Or, le mot zajal est passé dans la langue française grâce aux travaux vraiment extraordinaires des orientalistes. Des orientalistes espagnols qui ne se disent pas orientalistes, ils se disent arabisants, eux. Les orientalistes, ce sont les Français, les Anglais et autres. Et donc, j'ai une arrière-pensée dans l'utilisation de ce mot parce que les travaux qui ont été faits sur les troubadours, la poésie donc médiévale, prouvent très très bien que les troubadours avaient connaissance de la poésie andalouse sous ces formes
Mouachah et sa forme Zajal. Or, structurellement, les mots veulent dire la même chose, sauf que pour Mouachah, c'est l'arabe classique littéral. Pour l'arabe parlé, on dit Zajal. Zajal, si on veut traduire le mot, on peut dire le chant, le chant. Et donc, je vous renvoie aussi à une chanson célèbre, Heureux celui qui meurt d'aimer. Or, cette pièce qui est chantée par le grand Ferrat se trouve dans Le Fou d'Elsa, sous le titre Le vrai Zajal va mourir. Alors là, dire un petit mot sur la structure de Zajal, dans sa forme la plus simple, chez Aragon, c'est B, 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 A, C, 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 A. C'est ça la rime, évidemment. Évidemment, le Zajal ou le Mouachah andalou est beaucoup plus compliqué. Il y a un entrelacement des rimes qui sont extraordinaires. Moi, j'ai essayé, dans ce recueil, d'imiter un tout petit peu structurellement la poésie du Zajal, tout en évoquant la troubadourie, toujours dans mon arrière-pensée, cette poésie-là, la poésie andalouse, qui a été d'une énorme influence sur la poésie médiévale en général. Bien, je vous remercie. Voilà, je crois que vous avez eu les réponses que vous avez posées. Et oui. Oui. Peut-être je dirais à vous. Oui. D'être de l'Académie, de programmer la présentation d'un créateur tunisien tous les mois ou tous les 2 mois, on verra avec Samir, avec Madame Bakar, avec Madame la directrice du département, en sa présence. Mais en fait, j'ai fait cette communication aussi par culpabilité. Voilà. Je le reconnais. Anouar m'a toujours offert ces Georges. Et j'ai attendu que Madame Bakar dise qu'elle avait un colloque et qu'elle me demande de faire une communication pour que je m'y mette sérieusement. Quand je dis je m'y mette sérieusement, c'est-à-dire lire 3 fois les romans. Vraiment 3 fois. Est-ce qu'il faut réellement que le ciel nous tombe sur la tête pour que nous commencions un peu à nous intéresser à nous-mêmes? Vous avez tout à fait raison. Bien. Merci infiniment. Oui. On va faire la synthèse. Ah, d'accord. Alors, allez, alors. Et Sirem, oui, on a parlé dans sa... Bon. Alors, tu veux prendre la parole? Non. Bien, je vous invite à une pause café en allant au rez-de-chaussée sur la belle véranda. Heureusement qu'il y a du soleil. Et le bel article que vous avez mis sur Scalesi aussi. Ah. Parce que quand on fait des revues comme ça, il faut rappeler ce qui a été fait avant. C'est bien. Bon, ouais. Je n'ai pas dit ce que je fais.